Le vicomte de Bragelonne, partie 11, chapitre 47. Comment Anne d'Autriche donna un conseil à Louis XIV et comment M. Fouquet lui en donna un autre. La nouvelle de l'extrémité où se trouvait le cardinal s'était déjà répandue, et elle attirait au moins autant de gens au Louvre que la nouvelle du mariage de monsieur le frère du roi, laquelle avait déjà été annoncée à titre de fait officiel. À peine Louis XIV rentrait-il chez lui, tout rêveur encore des choses qu'il avait vues ou entendu dire dans cette soirée, que l'huissier annonça que la même foule de courtisans qui, le matin, s'était empressés à son lever, se représentait de nouveau à son coucher, faveur insigne que depuis le règne du cardinal, la cour, fort peu discrète dans ses préférences, avait accordée au ministre, sans grand souci de déplaire au roi. Mais le ministre avait eu, comme nous l'avons dit, une grave attaque de goutte, et la marée de la flatterie montait vers le trône. Les courtisans ont ce merveilleux instinct de flairer d'avance tous les événements. Les courtisans ont la science suprême. Ils sont diplomates pour éclairer les grands dénouements des circonstances difficiles, capitaines pour deviner l'issue des batailles, médecins pour guérir les maladies. Louis XIV, à qui sa mère avait appris cet axiome, entre beaucoup d'autres, comprit que son éminence, monseigneur le cardinal Mazarin, était bien malade. À peine Anne d'Autriche eut-elle conduit la jeune reine dans ses appartements et soulagé son front du poids de la coiffure de cérémonie, qu'elle revint trouver son fils dans le cabinet où, seul, morne et le cœur ulcéré, il passait sur lui-même, comme pour exercer sa volonté, une de ces colères sourdes et terribles, colères de roi, qui font des événements quand elles éclatent, et qui, chez Louis XIV, grâce à sa puissance merveilleuse sur lui-même, devinrent des orages si bénins que sa plus fougueuse, son unique colère, celle que signale Saint-Simon, tout en s'en étonnant, fut cette fameuse colère qui éclata 50 ans plus tard à propos d'une cachette de monsieur le duc du Maine, et qui eut pour résultat une grêle de coups de canne donnés sur le dos d'un pauvre laquais qui avait volé un biscuit. Le jeune roi était donc, comme nous l'avons vu, en proie à une douloureuse surexcitation, et il se disait en se regardant dans une glace « Oh, roi, roi de nom et nom de fait, fantôme, vain fantôme que tu es, statue inerte qui n'a d'autre puissance que celle de provoquer un salut de la part des courtisans, quand pourras-tu donc lever ton bras de velours, serrer ta main de soie? Quand pourras-tu ouvrir pour autre chose que pour soupirer ou sourire tes lèvres condamnées à la stupide immobilité des marbres de ta galerie? Alors, passant la main sur son front et cherchant l'air, il s'approcha de la fenêtre et vit au bas quelques cavaliers qui causaient entre eux, quelques groupes timidement curieux. Ces cavaliers, c'était une fraction du guet. Ce groupe, c'étaient les empressés du peuple, ceux-là pour qui un roi est toujours une chose curieuse, comme un rhinocéros, un crocodile ou un serpent. Il frappa son front du plat de sa main en s'écriant « Roi de France, quel titre! Peuple de France, quelle masse de créatures! Et voilà que je rentre dans mon Louvre, mes chevaux, à peine dételés, fument encore, et j'ai tout juste soulevé assez d'intérêt pour que 20 personnes à peine me regardent passer. 20, que dis-je? Non! Il n'y a même pas 20 curieux pour le roi de France. Il n'y a pas même 10 archers pour veiller sur ma maison. Archers, peuple, garde, tout est au palais royal. Pourquoi, mon Dieu? Moi, le roi, n'ai-je pas le droit de vous demander cela? Parce que, dit une voix répondant à la sienne et qui retentit de l'autre côté de la portière du cabinet. Parce qu'au palais royal, il y a tout l'or, c'est-à-dire toute la puissance de celui qui veut régner. Louis se retourna précipitamment. La voix qui venait de prononcer ces paroles était celle d'Anne d'Autriche. Le roi tressaillit et s'avançant vers sa mère, « J'espère, dit-il, que votre majesté n'a pas fait attention aux vaines déclamations dont la solitude et le dégoût familier au roi donnent l'idée aux plus heureux caractères. »
Je n'ai fait attention qu'à une chose, mon fils. C'est que vous vous plaigniez. Moi? Pas du tout, dit Louis XIV. Non, en vérité. Vous vous trompez, madame. Que faisiez-vous donc, sire? Il me semblait être sous la férule de mon professeur et développer un sujet d'amplification. Mon fils, reprit Anne d'Autriche en secouant la tête, vous avez tort de ne vous point fier à ma parole. Vous avez tort de ne me point accorder votre confiance. Un jour va venir, jour prochain peut-être, où vous aurez besoin de vous rappeler cet axiome. L'or est la toute-puissance, et ceux-là seuls sont véritablement rois qui sont tout-puissants. Votre intention, poursuivit le roi, n'était point cependant de jeter un blâme sur les riches de ce siècle? Non, dit vivement Anne d'Autriche. Non, sire. Ceux qui sont riches en ce siècle, sous votre règne, sont riches parce que vous l'avez bien voulu, et je n'ai contre eux ni rancune ni envie. Ils ont sans doute assez bien servi votre majesté pour que votre majesté leur ait permis de se récompenser eux-mêmes. Voilà ce que j'entends dire par la parole que vous semblez me reprocher. À Dieu ne plaise, madame, que je reproche jamais quelque chose à ma mère. D'ailleurs, continua Anne d'Autriche, le Seigneur ne donne jamais que pour un temps les biens de la terre. Le Seigneur, comme correctif aux honneurs et à la richesse, le Seigneur a mis la souffrance, la maladie, la mort. Et nul, ajouta Anne d'Autriche avec un douloureux sourire qui prouvait qu'elle faisait à elle-même l'application du funèbre précepte. Nul n'emporte son bien ou sa grandeur dans le tombeau. Il en résulte que les jeunes récoltent les fruits de la féconde moisson préparée par les vieux. Louis écoutait avec une attention croissante ces paroles accentuées par Anne d'Autriche dans un but évidemment consolateur. « Madame, dit Louis XIV, regardant fixement sa mère, on dirait, en vérité, que vous avez quelque chose de plus à m'annoncer. Je n'ai rien absolument, mon fils. Seulement, vous aurez remarqué ce soir que monsieur le cardinal est bien malade. » Louis regarda sa mère, cherchant une émotion dans sa voix, une douleur dans sa physionomie. Le visage d'Anne d'Autriche semblait légèrement altéré, mais cette souffrance avait un caractère tout personnel. Peut-être cette altération était-elle causée par le cancer qui commençait à la mordre au sein. « Oui, madame, dit le roi, oui, monsieur de Mazarin est bien malade. Et ce serait une grande perte pour le royaume si son éminence venait à être appelée par Dieu. N'est-ce point votre avis, comme le mien, mon fils ? Demanda Anne d'Autriche. Oui, madame, oui, certainement, ce serait une grande perte pour le royaume, dit Louis en rougissant. Mais le péril n'est pas si grand, ce me semble, et d'ailleurs monsieur le cardinal est jeune encore. Le roi achevait à peine de parler qu'un huissier souleva la tapisserie et se tint debout, un papier à la main, en attendant que le roi l'interrogeât. « Qu'est-ce que cela ?» demanda le roi. « Un message de monsieur de Mazarin, » répondit l'huissier. « Donnez, » dit le roi. Et il prit le papier. Mais, au moment où il allait l'ouvrir, il se fit à la fois un grand bruit dans la galerie, dans les antichambres et dans la cour. « Ah, ah !» dit Louis XIV, qui sans doute reconnut ce triple bruit. « Que disais-je donc ? Qu'il n'y avait qu'un roi en France. Je me trompais. Il y en a deux. » En ce moment, la porte s'ouvrit et le surintendant des finances Fouquet apparut à Louis XIV. C'était lui qui faisait ce bruit dans la galerie. C'étaient ses laquais qui faisaient ce bruit dans les antichambres. C'étaient ses chevaux qui faisaient ce bruit dans la cour. En outre, on entendait un long murmure sur son passage qui ne s'éteignait que longtemps après qu'il avait passé. C'était ce murmure que Louis XIV regrettait si fort de ne point entendre alors sous ses pas et mourir derrière lui. « Celui-là n'est pas précisément un roi, comme vous le croyez, » dit Anne d'Autriche à son fils. « C'est un homme trop riche. Voilà tout. » Et en disant ces mots, un sentiment amer donnait aux paroles de la reine leur expression la plus haineuse. Tandis que le front de Louis, au contraire, resté calme et maître de lui, était pur de la plus légère ride. Il salua donc librement Fouquet de la tête,
tandis qu'il continuait de déplier le rouleau que venait de lui remettre l'huissier. Fouquet vit ce mouvement et, avec une politesse à la fois aisée et respectueuse, il s'approcha d'Anne d'Autriche pour laisser toute liberté au roi. Louis avait ouvert le papier, et cependant il ne lisait pas. Il écoutait Fouquet faire à sa mère des compliments adorablement tournés sur sa main et sur ses bras. La figure d'Anne d'Autriche se dérida et passa presque au sourire. Fouquet s'aperçut que le roi, au lieu de lire, le regardait et l'écoutait. Il fit un demi-tour et, tout en continuant pour ainsi dire d'appartenir à Anne d'Autriche, il se retourna en face du roi. « Vous savez, monsieur Fouquet, dit Louis XIV, que son éminence est fort mal ?»« Oui, sire, je sais cela, dit Fouquet. Et en effet, elle est fort mal. J'étais à ma campagne de veau lorsque la nouvelle m'en est venue, si pressante que j'ai tout quitté. »« Vous avez quitté Vaux ce soir, monsieur ?»« Il y a 1h30, oui, votre majesté, » dit Fouquet, consultant une montre toute garnie de diamants. 1h30, dit le roi, assez puissant pour maîtriser sa colère, mais non pour cacher son étonnement. « Je comprends, sire, votre majesté doute de ma parole, et elle a raison. Mais si je suis venu ainsi, c'est vraiment par merveille. On m'avait envoyé d'Angleterre 3 couples de chevaux fort vifs, m'assurait-on. Ils étaient disposés de 4 lieues en 4 lieues, et je les ai essayés ce soir. Ils sont venus en effet de Vaux au Louvre en 1h30, et votre majesté voit qu'on ne m'avait pas trompé. » La reine-mère sourit avec une secrète envie. Fouquet alla au-devant de cette mauvaise pensée. « Aussi, madame, se hâta-t-il d'ajouter, de pareils chevaux sont faits, non pour des sujets, mais pour des rois, car les rois ne doivent jamais le céder à qui que ce soit en quoi que ce soit. » Le roi leva la tête. « Cependant, interrompit Anne d'Autriche, vous n'êtes point roi, que je sache, monsieur Fouquet. Aussi, madame, les chevaux n'attendent-ils qu'un signe de sa majesté pour entrer dans les écuries du Louvre. Et si je me suis permis de les essayer, c'était dans la seule crainte d'offrir au roi quelque chose qui ne fût pas précisément une merveille. » Le roi était devenu fort rouge. « Vous savez, monsieur Fouquet, dit la reine, que l'usage n'est point à la cour de France qu'un sujet offre quelque chose à son roi. » Louis fit un mouvement. « J'espérais, madame, dit Fouquet fort agité, que mon amour pour sa majesté, mon désir incessant de lui plaire, servirait de contrepoids à cette raison d'étiquette. Ce n'était point, d'ailleurs, un présent que je me permettais d'offrir, c'était un tribut que je payais. »« Merci, monsieur Fouquet, dit poliment le roi, et je vous sais gré de l'intention, car j'aime en effet les bons chevaux, mais vous savez que je suis bien peu riche. Vous le savez mieux que personne, vous, mon surintendant des finances. Je ne puis donc, lors même que je le voudrais, acheter un attelage si cher. » Fouquet lança un regard plein de fierté à la reine-mère qui semblait triompher de la fausse position du ministre, et répondit « Le luxe est la vertu des rois, sire. C'est le luxe qui les fait ressembler à Dieu. C'est par le luxe qu'ils sont plus que les autres hommes. Avec le luxe, un roi nourrit ses sujets et les honore. Sous la douce chaleur de ce luxe des rois naît le luxe des particuliers, source de richesse pour le peuple. Sa Majesté, en acceptant le don de 6 chevaux incomparables, eût piqué d'amour-propre les éleveurs de notre pays, du Limousin, du Perche, de la Normandie. Cette émulation eût été profitable à tous. Mais le roi se tait, et par conséquent, je suis condamné. » Pendant ce temps, Louis XIV, par contenance, pliait et dépliait le papier de Mazarin, sur lequel il n'avait pas encore jeté les yeux. Sa vue s'y arrêta enfin, et il poussa un petit cri dès la première ligne. « Qu'y a-t-il donc, mon fils ?» demanda Anne d'Autriche en se rapprochant vivement du roi. « De la part du cardinal ?» reprit le roi en continuant sa lecture. « Oui, oui, c'est bien de sa part. »« Est-il donc plus mal ?»« Lisez, » acheva le roi en passant le parchemin à sa mère, comme s'il eût pensé qu'il ne fallait pas moins que la lecture pour convaincre Anne d'Autriche d'une chose aussi étonnante que celle qui était renfermée dans ce papier.
Anne d'Autriche lut à son tour. À mesure qu'elle lisait, ses yeux pétillaient d'une joie plus vive qu'elle essayait inutilement de dissimuler et qui attira les regards de Fouquet. « Oh, une donation en règle, dit-elle. »« Une donation ?» répéta Fouquet. « Oui, » fit le roi, répondant particulièrement au surintendant des finances. « Oui, sur le point de mourir, monsieur le cardinal me fait une donation de tous ses biens. »« 40 millions !» s'écria la reine. « Ah, mon fils, voilà un beau trait de la part de monsieur le cardinal, et qui va contredire bien des malveillantes rumeurs. 40 millions amassés lentement et qui reviennent d'un seul coup en masse au trésor royal. C'est d'un sujet fidèle et d'un vrai chrétien. » Et ayant jeté une fois encore les yeux sur l'acte, elle le rendit à Louis XIV, que l'énoncé de cette somme faisait tout palpitant. Fouquet avait fait quelques pas en arrière et se taisait. Le roi le regarda et lui tendit le rouleau à son tour. Le surintendant ne fit qu'y arrêter une seconde son regard hautain. Puis, s'inclinant, « Oui, sire, dit-il, une donation, je le vois. »« Il faut répondre, mon fils, s'écria Anne d'Autriche. Il faut répondre sur le champ. »« Et comment cela, madame ? » ?»« Par une visite au cardinal. »« Mais il y a 1 heure à peine que je quitte son éminence, dit le roi. »« Écrivez alors, sire. »« Écrire, fit le jeune roi avec répugnance. »« Enfin, reprit Anne d'Autriche, il me semble, mon fils, qu'un homme qui vient de faire un pareil présent est bien en droit d'attendre qu'on le remercie avec quelque hâte. » Puis, se retournant vers le surintendant, « Est-ce que ce n'est point votre avis, monsieur Fouquet ?»« Le présent en vaut la peine, oui, madame, » répliqua le surintendant avec une noblesse qui n'échappa point au roi. « Acceptez donc et remerciez, » insista Anne d'Autriche. « Que dit monsieur Fouquet ?» demanda Louis XIV. « Sa Majesté veut savoir ma pensée. »« Oui. »« Remerciez, sire. »« Ah !» fit Anne d'Autriche. « Mais n'acceptez pas, » continua Fouquet. « Et pourquoi cela ?» demanda Anne d'Autriche. « Mais vous l'avez dit vous-même, madame, » répliqua Fouquet, « parce que les rois ne doivent et ne peuvent recevoir de présents de leurs sujets. » Le roi demeurait muet entre ces deux opinions si opposées. « Mais 40 millions !» dit Anne d'Autriche, du même ton dont la pauvre Marie-Antoinette dit plus tard « Vous m'en direz tant. » « Je le sais, » dit Fouquet en riant, « 40 millions font une belle somme, et une pareille somme pourrait tenter même une conscience royale. »« Mais, monsieur, dit Anne d'Autriche, au lieu de détourner le roi de recevoir ce présent, faites donc observer à sa Majesté, vous dont c'est la charge, que ces 40 millions lui font une fortune. »« C'est précisément, madame, parce que ces 40 millions font une fortune que je dirais au roi, « Sire, il n'est point décent qu'un roi accepte d'un sujet 6 chevaux de 20 000 livres. Il est déshonorant qu'il doive sa fortune à un autre sujet plus ou moins scrupuleux dans le choix des matériaux qui contribuaient à l'édification de cette fortune. »« Il ne vous sied guère, monsieur, dit Anne d'Autriche, de faire une leçon au roi. Procurez-lui plutôt 40 millions pour remplacer ceux que vous lui faites perdre. »« Le roi les aura quand il voudra, » dit en s'inclinant le surintendant des finances. « Oui, en pressurant les peuples, » fit Anne d'Autriche. « Et ne l'ont-ils pas été, madame, » répondit Fouquet, « quand on leur a fait suer les 40 millions donnés par cet acte ? Au surplus, Sa Majesté m'a demandé mon avis. Le voilà. Que Sa Majesté me demande mon concours, il en sera de même. »« Allons, allons, acceptez, mon fils, » dit Anne d'Autriche. « Vous êtes au-dessus des bruits et des interprétations. »« Refusez, sire, » dit Fouquet. « Tant qu'un roi vit, il n'a d'autre niveau que sa conscience, d'autre juge que son désir. Mais, mort, il a la postérité qui applaudit ou qui accuse. »« Merci, ma mère, » répliqua Louis en saluant respectueusement la reine. « Merci, monsieur Fouquet, » dit-il en congédiant civilement le surintendant. « Acceptez-vous » demanda encore Anne d'Autriche. « Je réfléchirai, » répliqua le roi en regardant Fouquet. Chapitre 48.
Agonie. Le jour même où la donation avait été envoyée au roi, le cardinal s'était fait transporter à Vincennes. Le roi et la cour l'y avaient suivi. Les dernières lueurs de ce flambeau jetaient encore assez d'éclat pour absorber, dans leur rayonnement, toutes les autres lumières. Au reste, comme on le voit, satellite fidèle de son ministre, le jeune Louis XIV marchait jusqu'au dernier moment dans le sens de sa gravitation. Le mal, selon les pronostics de Guénaud, avait empiré. Ce n'était plus une attaque de goutte, c'était une attaque de mort. Puis il y avait une chose qui faisait cet agonisant plus agonisant encore. C'était l'anxiété que jetait dans son esprit cette donation envoyée au roi, et qu'au dire de Colbert, le roi devait renvoyer non acceptée au cardinal. Le cardinal avait grande foi, comme nous avons vu, dans les prédictions de son secrétaire. Mais la somme était forte, et quel que fût le génie de Colbert, de temps en temps, le cardinal pensait, à part lui, que le Théatin, lui aussi, avait bien pu se tromper, et qu'il y avait au moins autant de chances pour qu'il ne fût pas damné qu'il y en avait pour que Louis XIV lui renvoyât ses millions. D'ailleurs, plus la donation tardait à revenir, plus Mazarin trouvait que 40 millions valent bien la peine que l'on risque quelque chose, et surtout une chose aussi hypothétique que l'âme. Mazarin, en sa qualité de cardinal et de Premier ministre, était à peu près athée et tout à fait matérialiste. À chaque fois que la porte s'ouvrait, il se retournait donc vivement vers la porte, croyant voir entrer par là sa malheureuse donation. Puis, trompé dans son espérance, il se recouchait avec un soupir et retrouvait sa douleur d'autant plus vive qu'un instant il l'avait oubliée. Anne d'Autriche, elle aussi, avait suivi le cardinal. Son cœur, quoique l'âge l'eût fait égoïste, ne pouvait se refuser de témoigner à ce mourant une tristesse qu'elle lui devait en qualité de femme, disent les uns, en qualité de souveraine, disent les autres. Elle avait, en quelque sorte, pris le deuil de la physionomie par avance, et toute la cour le portait comme elle. Louis, pour ne pas montrer sur son visage ce qui se passait au fond de son âme, s'obstinait à rester confiné dans son appartement où sa nourrice toute seule lui faisait compagnie. Plus il croyait approcher du terme où toute contrainte cesserait pour lui, plus il se faisait humble et patient, se repliant sur lui-même comme tous les hommes forts qui ont quelque dessein afin de se donner plus de ressort au moment décisif. L'extrême-onction avait été secrètement administrée au cardinal, qui, fidèle à ses habitudes de dissimulation, luttait contre les apparences et même contre la réalité, recevant dans son lit comme s'il n'eût été atteint que d'un mal passager. Guénaud, de son côté, gardait le secret le plus absolu. Interrogé, fatigué de poursuites et de questions, il ne répondait rien, sinon « Son éminence est encore pleine de jeunesse et de force. Mais Dieu veut ce qu'il veut, et quand il a décidé qu'il doit abattre l'homme, il faut que l'homme soit abattu. » Ces paroles, qu'il semait avec une sorte de discrétion, de réserve et de préférence, deux personnes les commentaient avec grand intérêt, le roi et le cardinal. Mazarin, malgré la prophétie de Guénaud, se leurrait toujours, ou, pour mieux dire, il jouait si bien son rôle que les plus fins, en disant qu'ils se leurraient, prouvaient qu'ils étaient des dupes. Louis, éloigné du cardinal depuis 2 jours, Louis, l'œil fixé sur cette donation qui préoccupait si fort le cardinal. Louis ne savait point au juste où en était Mazarin. Le fils de Louis XIII, suivant les traditions paternelles, avait été si peu roi jusque-là que, tout en désirant ardemment la royauté, il la désirait avec cette terreur qui accompagne toujours l'inconnu. Aussi, ayant pris sa résolution, qu'il ne communiquait d'ailleurs à personne, se résolut-il à demander à Mazarin une entrevue. Ce fut Anne d'Autriche qui, toujours assidue près du cardinal, entendit la première cette proposition du roi et qui la transmit au mourant, qu'elle fit tressaillir. Dans quel but Louis XIV lui demandait-il une entrevue? Était-ce pour rendre, comme l'avait dit Colbert? Était-ce pour garder après remerciement, comme le pensait Mazarin? Néanmoins, comme le mourant sentait cette incertitude augmenter encore son mal, il n'hésita pas un instant. « Sa Majesté sera la bienvenue, oui,
La très bienvenue, s'écria-t-il en faisant à Colbert, qui était assis au pied du lit, un signe que celui-ci comprit parfaitement. Madame, continua Mazarin, votre majesté serait-elle assez bonne pour assurer elle-même le roi de la vérité de ce que je viens de dire? Anne d'Autriche se leva. Elle avait hâte, elle aussi, d'être fixée à l'endroit des 40 millions qui étaient la sourde pensée de tout le monde. Anne d'Autriche sortit, Mazarin fit un grand effort, et, se soulevant vers Colbert, « Eh bien, Colbert, dit-il, voilà 2 jours malheureux, voilà 2 mortels jours, et, tu le vois, rien n'est revenu de là-bas. »« Patience, monseigneur, dit Colbert. »« Es-tu fou, malheureux? Tu me conseilles la patience? Oh, en vérité, Colbert, tu te moques de moi. Je meurs, et tu me cries d'attendre. »« Monseigneur, dit Colbert avec son sang-froid habituel, il est impossible que les choses n'arrivent pas comme je l'ai dit. Sa Majesté vient vous voir, c'est qu'elle vous rapporte elle-même la donation. »« Tu crois, toi? Eh bien, moi, au contraire, je suis sûr que Sa Majesté vient pour me remercier. » Anne d'Autriche rentra en ce moment. En se rendant près de son fils, elle avait rencontré dans les antichambres un nouvel empirique. Il était question d'une poudre qui devait sauver le cardinal. Anne d'Autriche apportait un échantillon de cette poudre. Mais ce n'était point cela que Mazarin attendait. Aussi ne voulait-il pas même jeter les yeux dessus, assurant que la vie ne valait point toutes les peines qu'on prenait pour la conserver. Mais, tout en proférant cet axiome philosophique, son secret, si longtemps contenu, lui échappa enfin. « Là, madame, dit-il, là n'est point l'intéressant de la situation. J'ai fait au roi, voici tantôt 2 jours, une petite donation. Jusqu'ici, par délicatesse sans doute, Sa Majesté n'en a point voulu parler, mais le moment arrive des explications et je supplie votre Majesté de me dire si le roi a quelques idées sur cette matière. » Anne d'Autriche fit un mouvement pour répondre. Mazarin l'arrêta. « La vérité, madame, dit-il, au nom du ciel, la vérité. Ne flattez pas un mourant d'un espoir qui serait vain. » Là, il arrêta un regard de Colbert lui disant qu'il allait faire fausse route. « Je sais, dit Anne d'Autriche en prenant la main du cardinal. Je sais que vous avez fait généreusement, non pas une petite donation, comme vous dites avec tant de modestie, mais un don magnifique. Je sais combien il vous serait pénible que le roi... » Mazarin écoutait, tout mourant qu'il était, comme 10 vivants n'eussent pu le faire. « Que le roi, reprit-il. « Que le roi, continua Anne d'Autriche, n'accepta point de bon cœur ce que vous offrez si noblement. » Mazarin se laissa retomber sur l'oreiller, comme Pantalone, c'est-à-dire avec tout le désespoir de l'homme qui s'abandonne au naufrage, mais il conserva encore assez de force et de présence d'esprit pour jeter à Colbert un de ces regards qui valent bien 10 sonnets, c'est-à-dire 10 longs poèmes. « N'est-ce pas, ajouta la reine, que vous eussiez considéré le refus du roi comme une sorte d'injure ?» Mazarin roula sa tête sur l'oreiller, sans articuler une seule syllabe. La reine se trompa, ou finit de se tromper, à cette démonstration. « Aussi, reprit-elle, je l'ai circonvenu par de bons conseils, et comme certains esprits, jaloux sans doute de la gloire que vous allez acquérir par cette générosité, s'efforçaient de prouver au roi qu'il devait refuser cette donation, j'ai lutté en votre faveur, et lutté si bien que vous n'aurez pas, je l'espère, cette contrariété à subir. »« Oh !» murmura Mazarin avec des yeux languissants. « Ah ! Que voilà un service que je n'oublierai pas une minute, pendant le peu d'heures qui me reste à vivre. » « Au reste, je dois le dire, continua Anne d'Autriche, ce n'est point sans peine que je l'ai rendu à votre éminence. »« Ah, peste, je le crois, oh !»« Qu'avez-vous, mon Dieu ?»« Il y a que je brûle. »« Vous souffrez donc beaucoup ?»« Comme un damné. » Colbert eût voulu disparaître sous les parquets. « En sorte, reprit Mazarin, que votre Majesté pense que le roi... » Il s'arrêta quelques secondes. « Que le roi, reprit-il après quelques secondes, vient ici pour me faire un petit bout de compliment ? » « Je le crois,
dit la reine. Mazarin foudroya Colbert de son dernier regard. En ce moment, les huissiers annoncèrent le roi dans les antichambres pleines de monde. Cette annonce produisit un remue-ménage dont Colbert profita pour s'esquiver par la porte de la ruelle. Anne d'Autriche se leva et debout attendit son fils. Louis XIV parut au seuil de la chambre, les yeux fixés sur le moribond, qui ne prenait plus même la peine de se remuer pour cette majesté de laquelle il pensait n'avoir plus rien à attendre. Un huissier roula un fauteuil près du lit. Louis salua sa mère, puis le cardinal, et s'assit. La reine s'assit à son tour. Puis, comme le roi avait regardé derrière lui, l'huissier comprit ce regard, fit un signe, et ce qui restait de courtisans sous les portières s'éloigna aussitôt. Le silence retomba dans la chambre avec les rideaux de velours. Le roi, encore très jeune et très timide devant celui qui avait été son maître depuis sa naissance, le respectait encore bien plus dans cette suprême majesté de la mort. Il n'osait donc entamer la conversation, sentant que chaque parole devait avoir une portée, non pas seulement sur les choses de ce monde, mais encore sur celles de l'autre. Quant au cardinal, il n'avait qu'une pensée en ce moment, sa donation. Ce n'était point la douleur qui lui donnait cet air abattu et ce regard morne, c'était l'attente devant ce remerciement qui allait sortir de la bouche du roi et couper court à toute espérance de restitution. Ce fut Mazarin qui rompit le premier le silence. « Votre Majesté, dit-il, est venue s'établir à Vincennes ?» Louis fit un signe de tête. « C'est une gracieuse faveur, » continua Mazarin, « qu'elle accorde à un mourant et qui lui rendra la mort plus douce. »« J'espère, » répondit le roi, « que je viens visiter non pas un mourant, mais un malade susceptible de guérison. » Mazarin fit un mouvement de tête qui signifiait « Votre Majesté est bien bonne, mais j'en sais plus qu'elle là-dessus. »« La dernière visite, dit-il, sire, la dernière. »« S'il en était ainsi, monsieur le cardinal, dit Louis XIV, je viendrai une dernière fois prendre les conseils d'un guide à qui je dois tout. » Anne d'Autriche était femme, elle ne put retenir ses larmes. Louis se montra lui-même fort ému, et Mazarin plus encore que ses deux hôtes, mais pour d'autres motifs. Ici, le silence recommença. La reine essuya ses joues, et Louis reprit de la fermeté. « Je disais, poursuivit le roi, que je devais beaucoup à votre éminence. » Les yeux du cardinal dévorèrent Louis XIV, car il sentait venir le moment suprême. « Et, continua le roi, le principal objet de ma visite était un remerciement bien sincère pour le dernier témoignage d'amitié que vous avez bien voulu m'envoyer. » Les joues du cardinal se creusèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et le plus lamentable soupir qui eût jamais poussé se prépara à sortir de sa poitrine. « Sire, dit-il, j'aurais dépouillé ma pauvre famille. J'aurais ruiné tous les miens, ce qui peut m'être imputé à mal. Mais au moins, on ne dira pas que j'ai refusé de tout sacrifier à mon roi. » Anne d'Autriche recommença ses pleurs. « Cher monsieur Mazarin, dit le roi d'un ton plus grave qu'on eût dû l'attendre de sa jeunesse, vous m'avez mal compris, à ce que je vois. » Mazarin se souleva sur son coude. « Il ne s'agit point ici de ruiner votre chère famille, ni de dépouiller vos serviteurs. Oh non, cela ne sera point. »« Allons, il va me rendre quelques bribes, pensa Mazarin. Tirons donc le morceau le plus large possible. »« Le roi va s'attendrir et faire le généreux, pensa la reine. Ne le laissons pas s'appauvrir. Pareille occasion de fortune ne se représentera jamais. »« Sire, dit tout haut le cardinal, ma famille est bien nombreuse et mes nièces vont être bien privées, moi n'y étant plus. »« Oh, s'empressa d'interrompre la reine, n'ayez aucune inquiétude à l'endroit de votre famille, cher monsieur Mazarin. Nous n'aurons pas d'amis plus précieux que vos amis. Vos nièces seront mes enfants, les sœurs de Sa Majesté. Et s'il se distribue une faveur en France, ce sera pour ceux que vous aimez. »« Fumée, pensa Mazarin, qui connaissait mieux que personne le fond que l'on peut faire sur les promesses des rois. Louis lut la pensée du moribond sur son visage. « Rassurez-vous, cher monsieur de Mazarin,
lui dit-il, avec un demi-sourire triste sous son ironie. Mesdemoiselles de Mazarin perdront, en vous perdant, leur bien le plus précieux. Mais elles n'en resteront pas moins les plus riches héritières de France. Et puisque vous avez bien voulu me donner leur dot, le cardinal était haletant. Je la leur rends, continua Louis en tirant de sa poitrine et en allongeant vers le lit du cardinal le parchemin qui contenait la donation qui, depuis 2 jours, avait soulevé tant d'orage dans l'esprit de Mazarin. « Que vous avais-je dit, monseigneur ?» murmura dans la ruelle une voix qui passa comme un souffle. « Votre Majesté me rend ma donation !» s'écria Mazarin, si troublé par la joie qu'il oublia son rôle de bienfaiteur. « Votre Majesté rend les 40 millions !» s'écria Anne d'Autriche, si stupéfaite qu'elle oublia son rôle d'affligée. « Oui, monsieur le cardinal. Oui, madame, » répondit Louis XIV en déchirant le parchemin que Mazarin n'avait pas encore osé reprendre. « Oui, j'anéantis cet acte qui spoliait toute une famille. Le bien acquis par son éminence à mon service est son bien et non le mien. »« Mais, sire, » s'écria Anne d'Autriche, « votre Majesté songe-t-elle qu'elle n'a pas 10 000 écus dans ses coffres ?»« Madame, je viens de faire ma première action royale, et, je l'espère, elle inaugurera dignement mon règne. »« Ah, sire, vous avez raison, » s'écria Mazarin. « C'est véritablement grand, c'est véritablement généreux, ce que vous venez de faire là. » Et il regardait, l'un après l'autre, les morceaux de l'acte épars sur son lit, pour se bien assurer qu'on avait déchiré la minute et non pas une copie. Enfin, ses yeux rencontrèrent celui où se trouvait sa signature, et, la reconnaissant, il se renversa tout pâmé sur son chevet. Anne d'Autriche, sans force pour cacher ses regrets, levait les mains et les yeux au ciel. « Ah, sire !» s'écria Mazarin. « Ah, sire ! Serez-vous béni ? Mon Dieu, serez-vous aimé par toute ma famille ? Père Bacot, si jamais un mécontentement vous venait de la part des miens, sire, froncez les sourcils, et je sors de mon tombeau. » Cette pantalonnade ne produisit pas tout l'effet sur lequel avait compté Mazarin. Louis avait déjà passé à des considérations d'un ordre plus élevé, et quant à Anne d'Autriche, ne pouvant supporter, sans s'abandonner à la colère qu'elle sentait gronder en elle, et cette magnanimité de son fils, et cette hypocrisie du cardinal, elle se leva et sortit de la chambre, peu soucieuse de trahir ainsi son dépit. Mazarin devina tout, et craignant que Louis XIV ne revînt sur sa première décision, il se mit, pour entraîner les esprits sur une autre voie, à crier comme plus tard devait le faire Scapin, dans cette sublime plaisanterie que le morose et grondeur Boileau osa reprocher à Molière. Cependant, peu à peu, les cris se calmèrent, et quand Anne d'Autriche fut sortie de la chambre, ils s'éteignirent même tout à fait. « Monsieur le cardinal, » dit le roi, « avez-vous maintenant quelques recommandations à me faire ?»« Sire, » répondit Mazarin, « vous êtes déjà la sagesse même, la prudence en personne. Quant à la générosité, je n'en parle pas. Ce que vous venez de faire dépasse ce que les hommes les plus généreux de l'Antiquité et des temps modernes ont jamais fait. » Le roi demeura froid à cet éloge. « Ainsi, dit-il, vous vous bornez à un remerciement, monsieur, et votre expérience, bien plus connue encore que ma sagesse, que ma prudence et que ma générosité, ne vous fournit pas un avis amical qui me serve pour l'avenir ?» Mazarin réfléchit un moment. « Vous venez, dit-il, de faire beaucoup pour moi, c'est-à-dire pour les miens, sire. »« Ne parlons pas de cela, dit le roi. »« Eh bien, continua Mazarin, je veux vous rendre quelque chose en échange de ces 40 millions que vous abandonnez si royalement. » Louis XIV fit un mouvement qui indiquait que toutes ces flatteries le faisaient souffrir. « Je veux, reprit Mazarin, vous donner un avis. Oui, un avis, et un avis plus précieux que ces 40 millions. »« Monsieur le cardinal, interrompit Louis XIV, sire, écoutez cet avis. »« J'écoute. »« Approchez-vous, sire, car je m'affaiblis. Plus près, sire, plus près. » Le roi se courba sur le lit du mourant. « Sire, dit Mazarin,
si bas que le souffle de sa parole arriva seul comme une recommandation du tombeau aux oreilles attentives du jeune roi. « Sire, ne prenez jamais de Premier ministre. » Louis se redressa, étonné. La vie était une confession. C'était un trésor, en effet, que cette confession sincère de Mazarin. Le legs du cardinal au jeune roi se composait de 7 paroles seulement. Mais ces 7 paroles, Mazarin l'avait dit, elles valaient 40 millions. Louis en resta un instant étourdi. Quant à Mazarin, il semblait avoir dit une chose toute naturelle. « Maintenant, à part votre famille, demanda le jeune roi, avez-vous quelqu'un à me recommander, monsieur de Mazarin ?» Un petit grattement se fit entendre le long des rideaux de la ruelle. Mazarin comprit. « Oui, oui, s'écria-t-il vivement. « Oui, sire, je vous recommande un homme sage, un honnête homme, un habile homme. » « Dites son nom, monsieur le cardinal. »« Son nom vous est presque inconnu encore, sire. C'est celui de monsieur Colbert, mon intendant. »« Oh, essayez de lui, » ajouta Mazarin d'une voix accentuée. « Tout ce qu'il m'a prédit est arrivé. Il a du coup d'œil et ne s'est jamais trompé, ni sur les choses, ni sur les hommes, ce qui est bien plus surprenant encore. Sire, je vous dois beaucoup, mais je crois m'acquitter envers vous en vous donnant monsieur Colbert. » « Soit, » dit faiblement Louis XIV, car ainsi que le disait Mazarin, ce nom de Colbert lui était bien inconnu, et il prenait cet enthousiasme du cardinal pour le dire d'un mourant. Le cardinal était retombé sur son oreiller. « Pour cette fois, adieu, sire. Adieu, murmura Mazarin. Je suis là et j'ai encore un rude chemin à faire avant de me présenter devant mon nouveau maître. Adieu, sire. » Le jeune roi sentit des larmes dans ses yeux. Il se pencha sur le mourant, déjà à moitié cadavre. Puis il s'éloigna précipitamment. Chapitre 49. La première apparition de Colbert. Toute la nuit se passa en angoisse commune, au mourant et au roi. Le mourant attendait sa délivrance. Le roi attendait sa liberté. Louis ne se coucha point. 1 heure après sa sortie de la chambre du cardinal, il sut que le mourant, reprenant un peu de force, s'était fait habiller, farder, peigner, et qu'il avait voulu recevoir les ambassadeurs. Pareil à Auguste, il considérait sans doute le monde comme un grand théâtre, et voulait jouer proprement le dernier acte de sa comédie. Anne d'Autriche ne reparut plus chez le cardinal, elle n'avait plus rien à y faire. Les convenances furent un prétexte à son absence. Au reste, le cardinal ne s'enquit point d'elle. Le conseil que la reine avait donné à son fils lui était resté sur le cœur. Vers minuit, encore tout fardé, Mazarin entra en agonie. Il avait revu son testament, et comme ce testament était l'expression exacte de sa volonté, et qu'il craignait qu'une influence intéressée ne profitât de sa faiblesse pour faire changer quelque chose à ce testament, il avait donné le mot d'ordre à Colbert, lequel se promenait dans le corridor qui conduisait à la chambre à coucher du cardinal, comme la plus vigilante des sentinelles. Le roi, renfermé chez lui, dépêchait toutes les heures sa nourrice vers l'appartement de Mazarin, avec ordre de lui rapporter le bulletin exact de la santé du cardinal. Après avoir appris que Mazarin s'était fait habiller, farder, peigner et avait reçu les ambassadeurs, Louis apprit que l'on commençait pour le cardinal les prières des agonisants. À 1 heure du matin, Guénaud avait essayé le dernier remède, dit remède héroïque. C'était un reste des vieilles habitudes de ce temps d'escrime, qui allait disparaître pour faire place à un autre temps, que de croire que l'on pouvait garder contre la mort quelques bonnes bottes secrètes. Mazarin, après avoir pris le remède, respira pendant près de 10 minutes. Aussitôt, il donna l'ordre que l'on répandît en tout lieu et tout de suite le bruit d'une crise heureuse. Le roi, à cette nouvelle, sentit passer comme une sueur froide sur son front. Il avait entrevu le jour de la liberté, l'esclavage lui paraissait plus sombre et moins acceptable que jamais. Mais le bulletin qui suivit changea entièrement la face des choses. Mazarin ne respirait plus du tout.
et suivait à peine les prières que le curé de Saint-Nicolas-des-Champs récitait auprès de lui. Le roi se remit à marcher avec agitation dans sa chambre et à consulter, tout en marchant, plusieurs papiers tirés d'une cassette dont seul il avait la clé. Une troisième fois, la nourrice retourna. Monsieur de Mazarin venait de faire un jeu de mots et d'ordonner que l'on revernisse à Flore du Titien. Enfin, vers 2h30 du matin, le roi ne put résister à l'accablement. Depuis 24 heures, il ne dormait pas. Le sommeil, si puissant à son âge, s'empara donc de lui et le terrassa pendant 1 heure environ. Mais il ne se coucha point pendant cette heure, il dormit sur son fauteuil. Vers 4 heures, la nourrice, en rentrant dans la chambre, le réveilla. « Eh bien ?» demanda le roi. « Eh bien, mon cher sire, » dit la nourrice en joignant les mains avec un air de commisération. « Eh bien, il est mort. » Le roi se leva d'un seul coup, et comme si un ressort d'acier l'eût mis sur ses jambes. « Mort » s'écria-t-il. « Hélas, oui. »« Est-ce donc bien sûr ?»« Oui. »« Officiel ?»« Oui. »« La nouvelle en est-elle donnée ?»« Pas encore. »« Mais qui t'a dit, à toi, que le cardinal était mort ?»« Monsieur Colbert. »« Monsieur Colbert ?»« Oui. » Et lui-même était sûr de ce qu'il disait. Il sortait de la chambre et avait tenu, pendant quelques minutes, une glace devant les lèvres du cardinal. « Ah » fit le roi. « Et qu'est-il devenu, monsieur Colbert ?»« Il vient de quitter la chambre de son éminence. »« Pour aller où ?»« Pour me suivre. »« De sorte qu'il est... »« Là, mon cher sire, attendant à votre porte que votre bon plaisir soit de le recevoir. » Louis courut à la porte, l'ouvrit lui-même, et aperçut dans le couloir Colbert debout et attendant. Le roi tressaillit à l'aspect de cette statue toute vêtue de noir. Colbert, saluant avec un profond respect, fit 2 pas vers sa majesté. Louis rentra dans la chambre en faisant à Colbert signe de le suivre. Colbert entra. Louis congédia la nourrice qui ferma la porte en sortant. Colbert se tint modestement debout près de cette porte. « Que venez-vous m'annoncer, monsieur ?» dit Louis, fort troublé d'être ainsi surpris dans sa pensée intime qu'il ne pouvait complètement cacher. « Que monsieur le cardinal vient de trépasser, sire, et que je vous apporte son dernier adieu. » Le roi demeura un instant pensif. Pendant cet instant, il regardait attentivement Colbert. Il était évident que la dernière pensée du cardinal lui revenait à l'esprit. « C'est vous qui êtes monsieur Colbert ?» demanda-t-il. « Oui, sire. »« Fidèle serviteur de son éminence, à ce que son éminence m'a dit elle-même ? » ?»« Oui, sire. »« Dépositaire d'une partie de ses secrets ? » ?»« De tous. »« Les amis et les serviteurs de son éminence défunte me seront chers, monsieur, et j'aurai soin que vous soyez placé dans mes bureaux. » Colbert s'inclina. « Vous êtes financier, monsieur, je crois. »« Oui, sire. » « Et monsieur le cardinal vous employait à son économat ? » ?»« J'ai eu cet honneur, sire. »« Jamais vous ne fîtes personnellement rien pour ma maison, je crois. »« Pardon, sire. C'est moi qui eus le bonheur de donner à monsieur le cardinal l'idée d'une économie qui met 300 000 francs par an dans les coffres de sa majesté. »« Quelle économie, monsieur ? » demanda Louis XIV. « Votre majesté sait que les 100 Suisses ont des dentelles d'argent de chaque côté de leur ruban ? » Sans doute. Eh bien, sire, c'est moi qui ai proposé que l'on mît à ces rubans des dentelles d'argent faux. Cela ne paraît point, et 100 000 écus font la nourriture d'un régiment pendant le semestre, ou le prix de 10 000 bons mousquets, ou la valeur d'une flûte de 10 canons prête à prendre la mer. C'est vrai, dit Louis XIV, en considérant plus attentivement le personnage. Et voilà, par ma foi, une économie bien placée. D'ailleurs, il était ridicule que des soldats portassent la même dentelle que portent des seigneurs. « Je suis heureux d'être approuvé par Sa Majesté, » dit Colbert. « Est-ce là le seul emploi que vous teniez près du cardinal ?» demanda le roi. « C'est moi que son éminence avait chargé d'examiner les comptes de la surintendance, sire. »« Ah » fit Louis XIV, qui s'apprêtait à renvoyer Colbert, et que ce mot arrêta. « Ah, c'est vous que son éminence avait chargé de contrôler M. Fouquet ? »
Et le résultat du contrôle est qu'il y a déficit, sire. Mais si votre majesté daigne me permettre... Parlez, monsieur Colbert. Je dois donner à votre majesté quelques explications. Point du tout, monsieur. C'est vous qui avez contrôlé ces comptes. Donnez-moi le relevé. Ce sera facile, sire. Vide partout, argent nulle part. Prenez-y garde, monsieur. Vous attaquez rudement la gestion de monsieur Fouquet, lequel, à ce que j'ai entendu dire cependant, est un habile homme. Colbert rougit, puis pâlit, car il sentit que, de ce moment, il entrait en lutte avec un homme dont la puissance balançait presque la puissance de celui qui venait de mourir. « Oui, sire, un très habile homme, » répéta Colbert en s'inclinant. « Mais si M. Fouquet est un habile homme et que, malgré cette habileté, l'argent manque, à qui la faute ? Je n'accuse pas, sire, je constate. C'est bien. Faites vos comptes et présentez-les-moi. Il y a déficit, dites-vous. Un déficit peut être passager. Le crédit revient, les fonds rentrent. Non, sire. Sur cette année peut-être, je comprends cela, mais sur l'an prochain. L'an prochain, sire, est mangé aussi ras que l'an qui court. Mais l'an d'après, alors, comme l'an prochain. Que me dites-vous là, monsieur Colbert ? Je dis qu'il y a 4 années engagées d'avance. On fera un emprunt, alors. On en fera 3, sire. Je créerai des offices pour les faire résigner et l'on encaissera l'argent des charges. Impossible, sire, car il y a déjà eu création sur création d'offices dont les provisions sont livrées en blanc, en sorte que les acquéreurs en jouissent sans les remplir. Voilà pourquoi votre majesté ne peut résigner. De plus, sur chaque traité, monsieur le surintendant a donné un tiers de remise, en sorte que les peuples sont foulés sans que votre majesté en profite. Le roi fit un mouvement. Expliquez-moi cela, monsieur Colbert. Que votre majesté formule clairement sa pensée et me dise ce qu'elle désire que je lui explique. Vous avez raison. La clarté, n'est-ce pas ? Oui, sire, la clarté. Dieu est Dieu surtout parce qu'il a fait la lumière. Eh bien, par exemple, reprit Louis XIV, si aujourd'hui que monsieur le cardinal est mort et que me voilà roi, si je voulais avoir de l'argent, votre majesté n'en aurait pas. Oh, voilà qui est étrange, monsieur. Comment, mon surintendant ne me trouverait point d'argent ? Colbert secoua sa grosse tête. Qu'est-ce donc ? Dit le roi. Les revenus de l'État sont-ils donc obérés à ce point qu'ils ne soient plus des revenus ? Oui, sire, à ce point. Le roi fronça le sourcil. Soit, dit-il, j'assemblerai les ordonnances pour obtenir des porteurs un dégrèvement, une liquidation à bon marché. Impossible, car les ordonnances ont été converties en billets, lesquels billets, pour commodité de rapport et facilité de transaction, sont coupés en tant de parts que l'on ne peut plus reconnaître l'original. Louis, fort agité, se promenait de long en large, les sourcils toujours froncés. « Mais si cela était comme vous le dites, monsieur Colbert, fit-il en s'arrêtant tout d'un coup, je serais ruiné avant même de régner. Vous l'êtes en effet, sire, repartit l'impassible aligneur de chiffres. Mais cependant, monsieur, l'argent est quelque part. Oui, sire, et même pour commencer, j'apporte à votre majesté une note de fonds que monsieur le cardinal Mazarin n'a pas voulu relater dans son testament, ni dans aucun acte quelconque, mais qu'il m'avait confié à moi. À vous ? Oui, sire, avec injonction de les remettre à votre majesté. Comment ? Outre les 40 millions du testament ? Oui, sire. Monsieur de Mazarin avait encore d'autres fonds ? Colbert s'inclina. Mais c'était donc un gouffre que cet homme, murmura le roi. Monsieur de Mazarin d'un côté, monsieur Fouquet de l'autre, plus de 100 millions peut-être pour eux deux. Cela ne m'étonne point que mes coffres soient vides. Colbert attendait sans bouger. Et la somme que vous m'apportez en vaut-elle la peine ? Demanda le roi. Oui, sire, la somme est assez ronde. Elle s'élève à 13 millions de livres,
sire. 13 millions s'écria Louis XIV en frissonnant de joie. Vous dites 13 millions, monsieur Colbert? J'ai dit 13 millions, oui, votre majesté. Que tout le monde ignore? Que tout le monde ignore. Qui sont entre vos mains? En mes mains, oui, sire. Et que je puis avoir? Dans 2 heures. Mais où sont-ils donc? Dans la cave d'une maison que monsieur le cardinal possédait en ville et qu'il veut bien me laisser par une clause particulière de son testament. Vous connaissez donc le testament du cardinal? J'en ai un double signé de sa main. Un double? Oui, sire, et le voici. Colbert tira simplement l'acte de sa poche et le montra au roi. Le roi lut l'article relatif à la donation de cette maison. Mais, dit-il, il n'est question ici que de la maison et nulle part l'argent n'est mentionné. Pardon, sire, il l'est dans ma conscience. Et monsieur de Mazarin s'en est rapporté à vous? Pourquoi pas, sire? Lui, l'homme défiant par excellence? Il ne l'était pas pour moi, sire, comme votre majesté peut le voir. Louis arrêta avec admiration son regard sur cette tête vulgaire mais expressive. Vous êtes un honnête homme, monsieur Colbert, dit le roi. Ce n'est pas une vertu, sire, c'est un devoir, répondit froidement Colbert. Mais, ajouta Louis XIV, cet argent n'est-il pas à la famille? Si cet argent était à la famille, il serait porté au testament du cardinal comme le reste de sa fortune. Si cet argent était à la famille, moi qui ai rédigé l'acte de donation fait en faveur de votre majesté, j'eusse ajouté la somme de 13 millions à celle de 40 millions qu'on vous offrait déjà. Comment? S'écria Louis XIV. C'est vous qui avez rédigé la donation, monsieur Colbert? Oui, sire. Et le cardinal vous aimait? Ajouta naïvement le roi. J'avais répondu à son éminence que votre majesté n'accepterait point, dit Colbert de ce même ton tranquille que nous avons dit et qui, même dans les habitudes de la vie, avait quelque chose de solennel. Louis passa une main sur son front. « Oh, que je suis jeune !» murmura-t-il tout bas, « pour commander aux hommes. » Colbert attendait la fin de ce monologue intérieur. Il vit Louis relever la tête. « À quelle heure enverrai-je l'argent à votre majesté ?» demanda-t-il. « Cette nuit, à 11 heures. Je désire que personne ne sache que je possède cet argent. » Colbert ne répondit pas plus que si la chose n'avait point été dite pour lui. « Cette somme est-elle en lingots ou en or monnayé ?»« En or monnayé, sire. »« Bien. Où l'enverrai-je ?»« Au Louvre. Merci, monsieur Colbert. » Colbert s'inclina et sortit. « 13 millions !» s'écria Louis XIV lorsqu'il fut seul. « Mais c'est un rêve !» Puis il laissa tomber son front dans ses mains, comme s'il dormait effectivement. Mais, au bout d'un instant, il releva le front, secoua sa belle chevelure, se leva, et, ouvrant violemment la fenêtre, il baigna son front brûlant dans l'air vif du matin qui lui apportait l'âcre senteur des arbres et le doux parfum des fleurs. Une resplendissante aurore se levait à l'horizon, et les premiers rayons du soleil inondèrent de flammes le front du jeune roi. « Cette aurore est celle de mon règne, » murmura Louis XIV. « Et est-ce un présage que vous m'envoyez, Dieu Tout-Puissant ?» Chapitre 50. Le premier jour de la royauté de Louis XIV. Le matin, la mort du cardinal se répandit dans le château, et du château dans la ville. Les ministres Fouquet, Lionne et Letellier entrèrent dans la salle des séances pour tenir conseil. Le roi les fit mander aussitôt. « Messieurs, dit-il, monsieur le cardinal a vécu. Je l'ai laissé gouverner mes affaires, mais à présent j'entends les gouverner moi-même. Vous me donnerez vos avis quand je vous les demanderai. Allez. » Les ministres se regardèrent avec surprise. S'ils dissimulèrent un sourire, ce fut un grand effort, car ils savaient que le prince, élevé dans une ignorance absolue des affaires, se chargeait là, par amour-propre, d'un fardeau trop lourd pour ses forces. Fouquet prit congé de ses collègues sur l'escalier en leur disant « Messieurs, voilà bien de la besogne de moins pour nous. »
et il monta tout joyeux dans son carrosse. Les autres, un peu inquiets de la tournure que prendraient les événements, s'en retournèrent ensemble à Paris. Le roi, vers les 10 heures, passa chez sa mère, avec laquelle il eut un entretien fort particulier. Puis, après le dîner, il monta en voiture fermée et se rendit tout droit au Louvre. Là, il reçut beaucoup de monde et prit un certain plaisir à remarquer l'hésitation de tous et la curiosité de chacun. Vers le soir, il commanda que les portes du Louvre fussent fermées, à l'exception d'une seule, de celle qui donnait sur le quai. Il mit en sentinelle à cet endroit 200 Suisses qui ne parlaient pas un mot de français, avec consigne de laisser entrer tout ce qui serait ballot, mais rien autre chose, et de ne laisser rien sortir. À 11 heures précises, il entendit le roulement d'un pesant chariot sous la voûte, puis d'un autre, puis d'un troisième. Après quoi, la grille roula sourdement sur ses gonds pour se refermer. Bientôt quelqu'un gratta de l'ongle à la porte du cabinet. Le roi alla ouvrir lui-même, et il vit Colbert, dont le premier mot fut celui-ci: « L'argent est dans la cave de votre majesté. » Louis descendit alors et alla visiter lui-même les barriques d'espèces, or et argent, que, par les soins de Colbert, 4 hommes à lui venaient de rouler dans un caveau dont le roi avait fait passer la clé à Colbert le matin même. Cette revue achevée, Louis rentra chez lui, suivi de Colbert, qui n'avait pas réchauffé son immobile froideur du moindre rayon de satisfaction personnelle. « Monsieur, lui dit le roi, que voulez-vous que je vous donne en récompense de ce dévouement et de cette probité ? » « Rien absolument, sire. »« Comment, rien ? Pas même l'occasion de me servir ? Votre majesté ne me fournirait pas cette occasion, que je ne la servirais pas moins. Il m'est impossible de n'être pas le meilleur serviteur du roi. Vous serez intendant des finances, monsieur Colbert. Mais il y a un surintendant, sire. Justement, sire, le surintendant est l'homme le plus puissant du royaume. Ah, s'écria Louis en rougissant, vous croyez ? Il me broiera en 8 jours, sire, car enfin, votre majesté me donne un contrôle pour lequel la force est indispensable. Intendant sous un surintendant, c'est l'infériorité. Vous voulez des appuis ? Vous ne faites pas fond sur moi ? J'ai eu l'honneur de dire à votre majesté que M. Fouquet, du vivant de M. Mazarin, était le second personnage du royaume. Mais voilà M. Mazarin mort, et M. Fouquet est devenu le premier. Monsieur, je consens à ce que vous me disiez toutes choses aujourd'hui encore. Mais demain, songez-y, je ne le souffrirai plus. Alors je serai inutile à votre majesté. Vous l'êtes déjà, puisque vous craignez de vous compromettre en me servant. Je crains seulement d'être mis hors d'état de vous servir. Que voulez-vous alors ? Je veux que votre majesté me donne des aides dans le travail de l'intendance. La place perd de sa valeur ? Elle gagne de la sûreté. Choisissez vos collègues. Messieurs Breteuil, Marin, Hervart. Demain, l'ordonnance paraîtra. Sire, merci. C'est tout ce que vous demandez ? Non, sire. Encore une chose. Laquelle ? Laissez-moi composer une chambre de justice. Pourquoi faire cette chambre de justice ? Pour juger les traitants et les partisans qui, depuis 10 ans, ont mal versé. Mais que leur fera-t-on ? On en pendra 3, ce qui fera rendre gorge aux autres. Je ne puis cependant commencer mon règne par des exécutions, monsieur Colbert. Au contraire, sire, afin de ne pas le finir par des supplices. Le roi ne répondit pas. « Votre majesté consent-elle » dit Colbert. « Je réfléchirai, monsieur. Il sera trop tard quand la réflexion sera faite. Pourquoi ? Parce que nous avons affaire à des gens plus forts que nous, s'ils sont avertis. Composez cette chambre de justice, monsieur. Je la composerai. Est-ce tout ? Non, sire. Il y a encore une chose importante. Quel droit attache votre majesté à cette intendance ? Mais, je ne sais, il y a des usages. Sire, j'ai besoin qu'à cette intendance soit dévolu le droit de lire la correspondance avec l'Angleterre. Impossible, monsieur, car cette correspondance se dépouille au Conseil. Monsieur le cardinal lui-même le faisait. Je croyais que votre majesté avait déclaré ce matin qu'elle n'aurait plus de Conseil.
Oui, je l'ai déclaré. Que votre Majesté alors veuille bien lire elle-même et toute seule ces lettres, surtout celles d'Angleterre. Je tiens particulièrement à ce point. Monsieur, vous aurez cette correspondance et m'en rendrez compte. Maintenant, sire, qu'aurais-je à faire des finances? Tout ce que monsieur Fouquet ne fera pas. C'est là ce que je demandais à votre Majesté. Merci, je pars tranquille. Il partit en effet sur ces mots. Louis le regarda partir. Colbert n'était pas encore à 100 pas du Louvre que le roi reçut un courrier d'Angleterre. Après avoir regardé, sondé l'enveloppe, le roi la décacheta précipitamment et trouva tout d'abord une lettre du roi Charles II. Voici ce que le prince anglais écrivait à son royal frère. Votre Majesté doit être fort inquiète de la maladie de monsieur le cardinal Mazarin, mais l'excès du danger ne peut que vous servir. Le cardinal est condamné par son médecin. Je vous remercie de la gracieuse réponse que vous avez faite à ma communication touchant Lady Henriette Stuart, ma sœur, et dans 8 jours, la princesse partira pour Paris avec sa cour. Il est doux pour moi de reconnaître la paternelle amitié que vous m'avez témoignée et de vous appeler plus justement encore mon frère. Il m'est doux, surtout, de prouver à votre Majesté combien je m'occupe de ce qui peut lui plaire. Vous faites sourdement fortifier Belle-Île-en-Mer. C'est un tort. Jamais nous n'aurons la guerre ensemble. Cette mesure ne m'inquiète pas. Elle m'attriste. Vous dépensez là des millions inutiles. Dites-le bien à vos ministres. Et croyez que ma police est bien informée. Rendez-moi, mon frère, les mêmes services, le cas échéant. Le roi sonna violemment et son valet de chambre parut. « Monsieur Colbert sort d'ici et ne peut être loin. Qu'on l'appelle !» s'écria-t-il. Le valet de chambre allait exécuter l'ordre. Le roi l'arrêta. « Non, dit-il, non. Je vois toute la trame de cet homme. Belle-Île est à monsieur Fouquet. Belle-Île fortifiée, c'est une conspiration de monsieur Fouquet. La découverte de cette conspiration, c'est la ruine du surintendant, et cette découverte résulte de la correspondance d'Angleterre. Voilà pourquoi Colbert voulait avoir cette correspondance. Oh, je ne puis cependant mettre toute ma force sur cet homme. Il n'est que la tête, il me faut le bras. » Louis poussa tout à coup un cri joyeux. « J'avais, dit-il au valet de chambre, un lieutenant de mousquetaires. Oui, sire, monsieur d'Artagnan. Il a quitté momentanément mon service. Oui, sire. Qu'on me le trouve, et que demain il soit ici à mon lever. » Le valet de chambre s'inclina et sortit. 13 millions dans ma cave, dit alors le roi. Colbert tenant ma bourse et d'Artagnan portant mon épée. Je suis roi. Chapitre 51. Une passion. Le jour même de son arrivée, en revenant du palais royal, Athos, comme nous l'avons vu, rentra en son hôtel de la rue Saint-Honoré. Il y trouva le vicomte de Bragelonne qui l'attendait dans sa chambre en faisant la conversation avec Grimaud. Ce n'était pas une chose aisée que de causer avec le vieux serviteur. 2 hommes seulement possédaient ce secret, Athos et d'Artagnan. Le premier y réussissait parce que Grimaud cherchait à le faire parler lui-même. D'Artagnan, au contraire, parce qu'il savait faire causer Grimaud. Raoul était occupé à se faire raconter le voyage d'Angleterre et Grimaud l'avait conté dans tous ses détails avec un certain nombre de gestes et 8 mots, ni plus ni moins. Il avait d'abord indiqué, par un mouvement onduleux de la main, que son maître et lui avaient traversé la mer. « Pour quelque expédition ?» avait demandé Raoul. Grimaud, baissant la tête, avait répondu « Oui. »« Où monsieur le comte courut des dangers ?» interrogea Raoul. Grimaud haussa légèrement les épaules comme pour dire « Ni trop, ni trop. »« Mais encore, quel danger ?» insista Raoul. Grimaud montra l'épée, il montra le feu et un mousquet pendu au mur. « Monsieur le comte avait donc là-bas un ennemi ?» s'écria Raoul. « Monk, » répliqua Grimaud. « Il est étrange, » continua Raoul, « que monsieur le comte persiste à me regarder comme un novice et à ne pas me faire partager l'honneur ou le danger de ces rencontres. » Grimaud sourit. C'est à ce moment que revint Athos. L'hôte lui éclairait l'escalier et Grimaud, reconnaissant le pas de son maître, courut à sa rencontre, ce qui coupa court à l'entretien. Mais Raoul était lancé.
En voix d'interrogation, il ne s'arrêta pas, et prenant les 2 mains du comte avec une tendresse vive, mais respectueuse, « Comment se fait-il, monsieur, dit-il, que vous partiez pour un voyage dangereux sans me dire adieu, sans me demander l'aide de mon épée, à moi, qui dois être pour vous un soutien, depuis que j'ai de la force, à moi que vous avez élevé comme un homme. Ah, monsieur, voulez-vous donc m'exposer à cette cruelle épreuve de ne plus vous revoir jamais ?»« Qui vous a dit, Raoul, que mon voyage fut dangereux ?» répliqua le comte en déposant son manteau et son chapeau dans les mains de Grimaud qui venait de lui dégrafer l'épée. « Moi, dit Grimaud. « Et pourquoi cela ?» fit sévèrement Athos. Grimaud s'embarrassait. Raoul le prévint en répondant pour lui. « Il est naturel, monsieur, que ce bon Grimaud me dise la vérité sur ce qui vous concerne. Par qui serez-vous aimé, soutenu, si ce n'est par moi ?» Athos ne répliqua point. Il fit un geste amical qui éloigna Grimaud, puis s'assit dans un fauteuil, tandis que Raoul demeurait debout devant lui. « Toujours est-il, continua Raoul, que votre voyage était une expédition, et que le fer, le feu vous ont menacé. Ne parlons plus de cela, vicomte, dit doucement Athos. Je suis parti vite, c'est vrai, mais le service du roi Charles II exigeait ce prompt départ. Quant à votre inquiétude, je vous en remercie et je sais que je puis compter sur vous. Vous n'avez manqué de rien, vicomte, en mon absence. Non, monsieur, merci. J'avais ordonné à Blaisois de vous faire compter 100 pistoles au premier besoin d'argent. Monsieur, je n'ai pas vu Blaisois. Vous vous êtes passé d'argent, alors ? Monsieur, il me restait 30 pistoles de la vente des chevaux que je pris lors de ma dernière campagne, et monsieur le prince avait eu la bonté de me faire gagner 200 pistoles à son jeu il y a 3 mois. Vous jouez ? Je n'aime pas cela, Raoul. Je ne joue jamais, monsieur. C'est monsieur le prince qui m'a ordonné de tenir ses cartes à Chantilly, un soir qu'il était venu un courrier du roi. J'ai obéi. Le gain de la partie, monsieur le prince m'a commandé de le prendre. « Est-ce que c'est une habitude de la maison, Raoul ?» dit Athos en fronçant le sourcil. « Oui, monsieur. Chaque semaine, monsieur le prince fait, sur une cause ou sur une autre, un avantage pareil à l'un de ses gentilshommes. Il y a 50 gentilshommes chez son Altesse. Mon tour s'est rencontré cette fois. »« Bien. Vous allâtes donc en Espagne ? » ?»« Oui, monsieur, je fis un fort beau voyage et fort intéressant. »« Voilà 1 mois que vous êtes revenu ? » ?»« Oui, monsieur. »« Et depuis ce mois ? » ?»« Depuis ce mois. Qu'avez-vous fait ? » ?»« Mon service, monsieur. »« Vous n'avez point été chez moi à la fer ? » Raoul rougit. Athos le regarda de son œil fixe et tranquille. « Vous auriez tort de ne pas me croire, dit Raoul. Je rougis et je le sens bien, c'est malgré moi. La question que vous me faites l'honneur de m'adresser est de nature à soulever en moi beaucoup d'émotions. Je rougis, donc, parce que je suis ému, non parce que je mens. Je sais, Raoul, que vous ne mentez jamais. Non, monsieur. D'ailleurs, mon ami, vous auriez tort, hein. Ce que je voulais vous dire, je le sais bien, monsieur. Vous voulez me demander si je n'ai pas été à Blois. Précisément. Je n'y suis pas allé. Je n'ai même pas aperçu la personne dont vous voulez me parler. » La voix de Raoul tremblait en prononçant ces paroles. Athos, souverain juge en toute délicatesse, ajouta aussitôt. « Raoul, vous répondez avec un sentiment pénible. Vous souffrez. Beaucoup, monsieur. Vous m'avez défendu d'aller à Blois et de revoir mademoiselle de la Vallière. » Ici le jeune homme s'arrêta. Ce doux nom, si charmant à prononcer, déchirait son cœur en caressant ses lèvres. « Et j'ai bien fait, Raoul, se hâta de dire Athos. Je ne suis pas un père barbare ni injuste. Je respecte l'amour vrai, mais je pense pour vous à un avenir, à un immense avenir. Un règne nouveau va luire comme une aurore. La guerre appelle le jeune roi plein d'esprit chevaleresque. Ce qu'il faut à cette ardeur héroïque, c'est un bataillon de lieutenants jeunes et libres, qui courent au cou avec enthousiasme et tombent en criant « Vive le roi !» au lieu de crier « Adieu ma femme !» Vous comprenez cela, Raoul ? Tout brutal que paraisse être mon raisonnement,
Je vous adjure donc de me croire et de détourner vos yeux de ces premiers jours de jeunesse où vous prîtes l'habitude d'aimer, jours de molle insouciance qui attendrissent le cœur et le rendent incapable de contenir ces fortes liqueurs amères qu'on appelle la gloire et l'adversité. Ainsi, Raoul, je vous le répète, voyez dans mon conseil le seul désir de vous être utile, la seule ambition de vous voir prospérer. Je vous crois capable de devenir un homme remarquable. Marchez seul, vous marcherez mieux et plus vite. Vous avez commandé, monsieur, répliqua Raoul. J'obéis. Commandé s'écria Athos. Est-ce ainsi que vous me répondez? Je vous ai commandé? Oh, vous détournez mes paroles, comme vous méconnaissez mes intentions. Je n'ai pas commandé, j'ai prié. Non pas, monsieur, vous avez commandé, dit Raoul avec opiniâtreté. Mais n'eussiez-vous fait qu'une prière, votre prière est encore plus efficace qu'un ordre. Je n'ai pas revu mademoiselle de la Vallière. Mais vous souffrez, insista Athos. Raoul ne répondit pas. Je vous trouve pâli, je vous trouve attristé. Ce sentiment est donc bien fort. C'est une passion, répliqua Raoul. Non, une habitude. Monsieur, vous savez que j'ai voyagé beaucoup, que j'ai passé 2 ans loin d'elle. Toute habitude se peut rompre en 2 années, je crois. Eh bien, au retour, j'aimais, non pas davantage, c'est impossible, mais autant. Mademoiselle de la Vallière est pour moi la compagne par excellence. Mais vous êtes pour moi Dieu sur la terre. À vous, je sacrifierais tout. Vous auriez tort, dit Athos. Je n'ai plus aucun droit sur vous. L'âge vous a émancipé. Vous n'avez plus même besoin de mon consentement. D'ailleurs, le consentement, je ne le refuserai pas, après tout ce que vous venez de me dire. Épousez mademoiselle de la Vallière, si vous le voulez. Raoul fit un mouvement, puis soudain, « Vous êtes bon, monsieur, dit-il, et votre concession me pénètre de reconnaissance. Mais je n'accepterai pas. » Voilà que vous refusez, à présent? Oui, monsieur. Je ne vous en témoignerai rien, Raoul. Mais vous avez au fond du cœur une idée contre ce mariage. Vous ne me l'avez pas choisi. C'est vrai. Il suffit pour que je ne persiste pas. J'attendrai. Prenez-y garde, Raoul, ce que vous dites est sérieux. Je le sais bien, monsieur. J'attendrai, vous dis-je. Quoi? Que je meure? Fit Athos, très ému. Oh, monsieur, s'écria Raoul avec des larmes dans la voix, est-il possible que vous me déchiriez le cœur ainsi, à moi qui ne vous ai pas donné un sujet de plainte? Cher enfant, c'est vrai, murmura Athos en serrant violemment ses lèvres pour comprimer l'émotion dont il n'allait plus être maître. Non, je ne veux point vous affliger. Seulement, je ne comprends pas ce que vous attendrez. Attendrez-vous que vous n'aimiez plus? Ah, pour cela, non, monsieur. J'attendrai que vous changiez d'avis. Je veux faire une épreuve, Raoul. Je veux voir si mademoiselle de la Vallière attendra comme vous. Je l'espère, monsieur. Mais prenez garde, Raoul, si elle n'attendait pas. Ah, vous êtes si jeune, si confiant, si loyal. Les femmes sont changeantes. Vous ne m'avez jamais dit de mal des femmes, monsieur. Jamais vous n'avez eu à vous en plaindre. Pourquoi vous en plaindre à moi, à propos de mademoiselle de la Vallière? C'est vrai, dit Athos en baissant les yeux. Jamais je ne vous ai dit de mal des femmes. Jamais je n'ai eu à me plaindre d'elles. Jamais mademoiselle de la Vallière n'a motivé un soupçon. Mais, quand on prévoit, il faut aller jusqu'aux exceptions, jusqu'aux improbabilités. Si, dis-je, mademoiselle de la Vallière ne vous attendait pas. Comment cela, monsieur? Si elle tournait ses vues d'un autre côté. Ses regards sur un autre homme, voulez-vous dire? Fit Raoul, pâle d'angoisse. C'est cela. Eh bien, monsieur, je tuerai cet homme, dit simplement Raoul, et tous les hommes que mademoiselle de la Vallière choisirait, jusqu'à ce qu'un d'entre eux m'eût tué, ou jusqu'à ce que mademoiselle de la Vallière m'eût rendu son cœur. Athos tressaillit. Je croyais, reprit-il d'une voix sourde, que vous m'appeliez tout à l'heure votre Dieu, votre loi en ce monde.
Oh, dit Raoul tremblant, vous me défendriez le duel ? Si je le défendais, Raoul. Vous me défendriez d'espérer, monsieur, et, par conséquent, vous ne me défendriez pas de mourir. Athos leva les yeux sur le vicomte. Il avait prononcé ces mots avec une sombre inflexion qu'accompagnait le plus sombre regard. « Assez, dit Athos après un long silence. Assez sur ce triste sujet où tous deux nous exagérons. Vivez au jour le jour, Raoul. Faites votre service. Aimez mademoiselle de la Vallière, en un mot. Agissez comme un homme, puisque vous avez l'âge d'homme. Seulement, n'oubliez pas que je vous aime tendrement et que vous prétendez m'aimer. » « Ah, monsieur le comte !» s'écria Raoul en pressant la main d'Athos sur son cœur. « Bien, cher enfant, laissez-moi, j'ai besoin de repos. À propos, monsieur d'Artagnan est revenu d'Angleterre avec moi. Vous lui devez une visite. »« J'irai la lui rendre, monsieur, avec une bien grande joie. J'aime tant monsieur d'Artagnan. »« Vous avez raison, c'est un honnête homme et un brave cavalier. »« Qui vous aime, dit Raoul. J'en suis sûr. Savez-vous son adresse ? Mais au Louvre, au Palais-Royal, partout où est le roi, ne commande-t-il pas les mousquetaires ? Non, pour le moment, monsieur d'Artagnan est en congé. Il se repose. Ne le cherchez donc pas au poste de son service. Vous aurez de ses nouvelles chez un certain monsieur Planchet. Son ancien laquais ? Précisément, devenu épicier. Je sais, rue des Lombards, quelque chose comme cela, ou rue des Arcis. Je trouverai, monsieur, je trouverai. Vous lui direz 1000 choses tendres de ma part et l'amènerez dîner avec moi avant mon départ pour l'affaire. Oui, monsieur. Bonsoir, Raoul. Monsieur, je vous vois un ordre que je ne vous connaissais pas. Recevez mes compliments. La Toison, c'est vrai. Hochet, mon fils, qui n'amuse même plus un vieil enfant comme moi. Bonsoir, Raoul.